Éric de Harmas est médecin, mais il est aussi écrivain, musicien, danseur, et j'en oublie certainement. Bonsoir Éric de Harmas. Bonsoir. C'est vrai que vous faites beaucoup de choses quand on regarde un petit peu votre curriculum vitae, comme on dit. On a l'impression que tout ça est incompatible, mais en fait non, vous arrivez plus ou moins à faire ça tous ensemble. Comment vous faites? Ben, ce sont des choses que je n'ai pas choisies, non? La vie m'a mené à faire... j'ai commencé à la télévision cubaine quand j'avais 7 ans. On va en parler. Parce que souvent, Éric de Harmas, on est soit plutôt artiste, soit plutôt scientifique comme médecin. Comment vous faites pour faire les deux? Parfois, c'est des mondes différents. Oui. Non, c'est des cerveaux différents. C'est les gauches et les droites. Donc parfois c'est un peu difficile, non? De temps en temps, il faut se remettre en question et trouver la voie fondamentale à un moment donné et travailler, canaliser de temps en temps. Je peux pas, parfois, quand je suis, par exemple, je ne peux pas me mettre en écrit un autre bouquin maintenant parce que je dois se concentrer sur mes passions. Et quand on est écrivain, ça vous prend beaucoup de temps. Oui. On est dans une autre dimension tout le temps. Ouais. Et on est en train de réfléchir au personnage et pas dans les pressions parfois, non? Et c'est un risque pour un médecin. Donc c'est une partie que j'essaie je vais écrire à nouveau, mais pour l'instant, il faut canaliser, quoi. Ouais. Alors le livre, c'est Elena est partie et Papa aussi. Ça a été publié chez Actes Sud. Ça parle de Cuba, on va en parler, hein, puisque Cuba, c'est l'île d'où vous venez. Maintenant, vous habitez Bruxelles après un passage par l'Espagne. Donc, il faut vraiment faire on va dire des tiroirs, mettre ses passions dans des tiroirs. Donc, parce que vous avez été aussi professeur de danse, je crois. Vous jouez du piano. Vous êtes chanteur. Vous avez sorti un album il n'y a pas longtemps. Tout ça paraît incroyable. Oui, c'est vrai que vu comme ça, pour moi, c'est pas incroyable parce que ça a été comme ça, non? Ouais. J'arrive en Belgique, mon diplôme n'est pas équivalent. Diplôme de médecine, mon diplôme de médecin. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Comment j'ai gagné ma vie? Alors, j'ai commencé à danser. J'ai gagné un concours de danse. Et là, j'ai commencé à être un peu connu en tant que danseur de musique cubaine. J'ai appris à danser en apprenant les autres. Non? J'ai appris aussi. Vous donniez cours, c'est ça, oui. Et après, après, c'est David Lynch. Je rencontre David Lynch. David Lynch, oui. Les rencontres. Voilà. Ça, on va parler de la musique. Je voudrais qu'on vienne un petit peu à La Havane. Donc, vous êtes né à La Havane, à Cuba, en 1965. Est-ce que vous avez des souvenirs d'enfance de cette période-là, à Cuba? Claro. Ouais. C'était comment? Racontez-nous un peu l'atmosphère. Je n'étais pas, je veux dire, au début, on ne sent pas un malheur, non? J'habitais à Cuba et c'était un enfant, comment ça s'appelle, qui suivait les consignes. Et un enfant dans une façon, qui a appris à vivre d'une certaine façon de vie, très adoctrinée. Mais votre famille suivait les consignes aussi? Oui, vous aviez un papa plutôt rebelle ou plutôt... Très communiste, les deux. Très communiste tous les deux, oui. Oui, très révolutionnaire, engagé avant la révolution. Donc mon papa a fait partie avec Fidel Castro de la révolution, mais il a été dans la lutte clandestine à La Havane, et Fidel Castro, c'est dans la lutte dans la montagne. Oui. Mais bon, c'était deux luttes différentes, mais ils se sont rencontrés. Donc mon papa, après la Révolution, il a été même un créateur de la Révolution. D'accord. Ça se concrétisait comment à la maison? À la maison, quand vous étiez petit, vous entendiez parler tout le temps de Fidel Castro Vous l'avez croisé aussi parfois, vous-même? Non, vous est arrivé, non. Mais mon papa allait dans des meetings. Bon, on allait tous dans des meetings politiques parce qu'on devait aller, tout était. Donc, pendant qu'on regarde vers les côtés où on doit tous regarder, tout est bonheur. Dès qu'arrive la première question et on commence à regarder de l'autre côté, là on voit le problème. Ouais. Parce qu'alors, c'est les regards accusateurs des autres à cause de la différence que bon papa, les mêmes histoires. Et quand est-ce qu'est venu justement ce regard de travers? Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? La perestroïka. Ah oui. La perestroïka. Donc on est dans les années 80. Ah oui. Jusqu'à là, j'étais
pour le régime. Ouais. Ce n'est pas une question d'être pour. Je n'avais pas d'autres. Pour moi, le monde n'était que ça. Donc dehors, derrière la mer, pour moi, il n'y avait rien. Mais vous aviez bien écho de ce qui se passait ailleurs, aux États-Unis notamment, non? Oui, mais c'était toujours un fantôme de la négativité, de la négation. C'est ce qu'on vous disait. Vous étiez endoctriné, c'était du bourrage de crâne? Claro. Oui, à l'école notamment? Oui, mais pas de bourrage. Oui, on le voit quand on inculque cette sorte de patriotisme constante avec le drapeau qui est partout, la défense du pays, l'ennemi qui est tout proche. Donc, c'est vraiment une espèce d'adoctrinement qu'on ne peut pas parler d'une autre chose. Et on n'entend jamais parler que du champ socialiste, oui, du monde. On pouvait gagner un voyage avec un rêve énorme, un voyage à l'Union soviétique. C'était alors j'apprenais le russe. Je savais un peu parler. Vous prépariez à partir? Oui, je parlais le russe. Pour moi, c'était les centres de bande. C'était en Russie pour nous, non? C'était les enfants soviétiques. C'était l'exemple d'être enfant. À propos d'enfants, vous avez été ce qu'on appelle un enfant prodige. Hein. Vous avez joué dans une chorale, je crois, officielle à la radio-télévision. Prodige? Oui, peut-être pas. Ça, c'est un peu l'image. Je ne sais pas. Vous jouiez dans des feuilletons, des choses comme ça, c'est ça? Non, c'est un programme infantile. Ils ont commencé ils ont fait les deux premiers programmes avec des adultes. Un programme infantile, oui. Oui, un programme infantile qui a commencé à Cuba et ils étaient en train de chercher un enfant dans toutes les écoles. Donc ils sont passés dans mon école et là ils m'ont amené seulement pour un programme. Et c'était quoi, Éric de Harmas, c'était quoi ce programme? C'était le circo, donc une espèce de cirque, tous ces enfants entre 5 et 7 ans qui faisaient une espèce de pantomime avec une corde jetée. C'était un guion de ma mère. Comment ça s'appelle? Un guion? Celui quelque chose écrit par ma mère. Ah oui, oui, un scénario. Le scénario de ma mère. Donc ils ont amené le scénario de maman, parce que c'était elle l'artiste en réalité. Votre maman était artiste? Ah oui, oui, elle faisait des poèmes, elle était une poétrice. Elle a fait toute sa vie, elle a fait ça. Elle a fait des enfants. Elle prenait chaque enfant, elle sortait les meilleurs de cet enfant. Elle les mettait dans une place toujours où il était un lion, où l'autre était la domatrice. Donc elle les faisait à tous un personnage. Et moi, j'ai eu ce rôle, un personnage. Et voilà, c'est ce personnage qui a été choisi pour la télévision, pour un autre programme, et après un autre, et après un autre, et après 7 ans. Et à ce moment-là, on commence tout doucement à goûter à autre chose que l'école, à goûter le goût du spectacle, le goût de faire rire les autres, être artiste, c'est quelque chose qui rentrait en vous tout doucement? Oui, mais j'étais artiste déjà avant. Hein. Oui. Oui, ils m'ont choisi pour quelque chose, non? Oui, évidemment. évidemment. Moi, je me souviens que j'ai passé devant l'église et je le disais à ma mère, on n'avait jamais entré, je n'ai jamais été dans une église à ce moment-là. Oui. Et alors, je disais, c'est bien pour chanter là-dedans, il y a plein de gens. J'avais envie d'entrer dans une église et commencer à chanter. Il y avait 6 ans, donc j'étais un peu excentrique, si on veut. Avec ce talent, mais bon, prodige, c'est une autre chose. Et puis vous avez fait des études de médecine. Ouais. Donc là, tout d'un coup, Éric de Harmas devient plus sérieux. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, je ne veux pas être chanteur, je ne veux pas être danseur tout de suite, je veux être médecin? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est difficile. Quand on a 17 ans, on doit entendre l'entourage. Ouais. Et ma famille a commencé à avoir peur de l'ambiance artistique, entre guillemets, que j'allais ne pas être... qui allait être une vie, pas sérieux qui allait être une vie instable. J'avais un oncle qui travaillait comme pantomimique et qui était dans des cabarets jusqu'à 4 heures du matin. Et ma mère avait peur que je finisse dans ce monde de cabarets en train d'être un chanteur médiocre peut-être ou un peu malheureux, voilà. Ouais. Donc, bon, enfin quand même, Éric de Harmas, médecine, c'est pas rien. Je veux dire, c'est pas des petites études non plus. Hein. Oui, mais c'est des études pour se faire aimer. Pour se faire aimer. Ouais. Les deux choses sont pour se faire aimer à la fin. Vous avez fait médecine pour vous faire aimer?
C'est intéressant On ça. fait tous, oui, je crois que oui. Aimer de qui? Aimer et recevoir, Aimer avoir des gens, oui, les soigner, oui, avoir une rapport direct avec donner et recevoir quelque chose en échange. Et à Cuba, en plus, qui se fait d'une façon, comment on dit, gratuite à ce moment-là, entre guillemets. Parce que ça, c'est pas vraiment gratuit quand on gagne 3 dollars par mois. C'est pas gratuit. Non, simplement, il n'y a pas de rapport entre l'action et l'argent. Direct, avec les patients. Donc, ça crée une relation différente aussi. Non? Il y a quelque chose de fort, vous voulez dire, qui se joue entre le patient et le médecin, plus que dans une économie libérale? Peut-être. Ouais. Oui, peut-être. Ben, dans l'économie libérale, bien sûr, il y a plein de médecins qui ne sont pas comme ça Bien du sûr. tout. Hein. Ouais. Ça ne veut pas dire que les rapports sont non. comme ça. Ben non, je vais travailler avec une femme médecin qui est à Molenbeek, Ouais. qui travaille avec le tiers payant. Oui, dans les quartiers. Voilà, dans les quartiers de Molenbeek. Donc, il y a plein de gens qui ne sont pas. Donc ça dépend. C'est intéressant ça, parce qu'on voit qu'effectivement, vous faites des études de médecine. Quand vous allez arriver en Belgique, on va en parler, ça va être incompatible, on ne va pas reconnaître vos diplômes. Là, vous avez été en Espagne, à Barcelone, pour pouvoir pratiquer. Et maintenant, vous désirez pratiquer, vous allez le faire, puisque vous avez refait des études ici à Molenbeek. Mais vous choisissez justement Molenbeek, vous n'êtes pas le médecin un petit peu dans sa maison de campagne, isolé. Hein, il y a un côté... c'est important pour vous, le fait de donner, parce que vous avez choisi médecine effectivement pour ce don. Ça reste important, ce rapport avec le patient. Claro, ben sinon, si ça se fait sans passion, c'est difficile, non? Sans passion. Sans passion. Il faut, passion ou passion? C'est pas mal ça. Passion. Ça va peut-être ensemble. Hein? Non, il faut être passionné, non? Avec un métier, avec tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'essaie d'être passionné, parce que sinon, c'est distant et froid, ça ne me colle pas. Je suis intense. Mais c'est parce que j'ai choisi Molenbeek, c'est aussi des trucs qui se font comme ça. C'est elle qui m'appelait. Qui ça, elle? Donc cette femme médecin? Isabelle, oui, c'est elle qui m'a appelé à travers une amie, donc pour que je travaille avec elle. Donc ça c'est parce que peut-être qu'elle a lu mon bouquin, donc il y a des connexions qui passent. Bon, c'est chouette. Vous croyez en ça dans la vie, les rencontres? Il y a eu David Lynx, donc le chanteur qu'on connaît bien, qui vous a poussé à aller vers la musique. C'est important les rencontres. Une vie se fait de rencontres. Oui, il ne faut pas les forcer, non? Moi, les rencontres, ou peut-être oui. Il faut être réveillé, peut-être. Ou peut-être oui. Oui. David, je suis allé le chercher. Je savais qu'il y avait les meilleurs chanteurs de jazz européens étaient en Belgique, et je voulais apprendre à chanter. Je savais chanter de musique cubaine, mais je n'étais pas libre. Donc, je suis allé le chercher. Non, mais je l'appelais, je vais des cours avec vous. Il faut du culot pour ça, Éric Durnas. Ou envie. Il faut oser appeler Monsieur David Lynx à la base. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez ça en vous. Oui, l'envie c'est juste humilité et envie d'apprendre. Et c'est pas pour. Maintenant, je peux mettre des mots, et humilité, ça peut sonner un peu, mais c'est comme ça. Ça peut sonner un peu romantique, mais c'est comme ça. Simplement, je me mets en question. Est-ce que je suis un chanteur? Non. Est-ce que parce que je suis cubain, j'ai le rythme? Non. C'est pas si simple. C'est pas si simple que ça. Par contre, on peut être vite encloisonné par cette idée. Et des gars, on est cubain, donc on reste. Moi, tout ce que je voulais, c'est. Et je veux, si je ne voulais pas, c'est encore. C'est encore maintenant. Mais... Ah oui, encore. C'est d'ouvrir mon spectre. Votre champ, Votre champ. Le plus possible, ça se sent. Est-ce que cette volonté, elle était là à la base, et comment on peut la qualifier, cette volonté, quand vous avez quitté Cuba? Donc il y a eu plusieurs tentatives, vous vous êtes enfui quelque part de Cuba. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi à un moment donné vous décidez de partir? Parce que vous m'avez dit la perestroïka, ok, mais bon, à un moment donné, vous allez dans une barque. Hein. Oui, mais là commence à être angoissant. Quand on ne va pas dans les chemins, quand on ne veut pas participer dans les actes politiques, quand on ne veut pas suivre les règlements stricts du système,
qui, à cause de la guerre froide aussi, il y a une tension qui va... Donc là, c'est moche. C'est très, très moche. Vous vous sentiez en danger? Ouais. Oui, oui, là, c'est moche. Là, on est partout persécuté, là. Là, il n'y en a plus chaque pensée doit être dit comme ça. Dès que j'arrivais en Belgique, je parlais de Cuba comme ça. Chaque fois qu'on va parler de Cuba. Et les gens me disaient, mais Eric, arrête, tu es déjà là, tu es à Bruxelles. Oui, mais quand même, quand même. Parce que pour moi, parler de Cuba et de Fidel Castro, ça devait se faire en secret. Voix basse. À voix basse. À voix basse. Racontez-nous ces traversées. Vous les racontez d'ailleurs très bien dans votre livre. D'ailleurs, est-ce que c'est romancé un petit peu ou pas? Comment ça se passe quand on... Voilà, romancé dans la réalité, hein, c'est juste raconté d'une façon un peu avec des novelesque. Oui. Mais c'est quand même... Vous-même, quand vous avez quitté Cuba, comment ça s'est passé? Vos tentatives de quitter Cuba, donc pas de partir en Belgique. On m'a pris, les 2 fois qu'on a essayé de toucher la mer, on nous a mis en prison. Donc je devais aller... donc on vous a pris où? Sur la plage? Comment ça s'est passé? On vous a attrapé avant? Vous vous souvenez de tous ces moments? Oui, mais David, je ne m'aimerais pas... Je l'ai raconté dans mon livre, et c'est un truc... C'est difficile d'en parler? C'est pas ce que c'est difficile de parler, c'est long, c'est plein de détails. Je ne peux pas maintenant vous raconter, parce que c'est plein de l'angoisse, la police, la persécution, qui va trouver la rame, qui trouve la boussole. On doit tous avoir un complot pendant des mois, des secrets, pour construire l'embarcation, pour épargner l'argent, pour pouvoir acheter un pneu. Donc tout un préparatif qui dure des années, des mois, en même temps en dansant et en buvant de rhum et en travaillant et en faisant la vie normale. Mais c'est ce que je ne peux pas résumer maintenant, toute cette expérience. Ouais. Mais ça fait partie de votre vie, complètement. Ça vous habite encore? Je passe les pages. Et la musique m'aide. Je fais un disque, je passe une page, je dis c'est ce que je devais dire. Dans mon disque. C'était important de faire le disque, de faire ce livre, parce qu'effectivement, on sent que c'est dur à sortir chez vous. Mais voilà, là, ça a été difficile à écrire. Non, c'est un livre comique. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Ça fait rire. Vous le romancez. C'est une distance que vous avez fabriquée, en fait, c'est ça? C'est plus facile comme ça. Il y a des choses, paf, mais ce n'est pas larmoyant, le livre. Donc, ce n'est pas non plus que c'est difficile à vivre. Je ne veux pas le vivre comme une victime, parce que je ne suis pas une victime et je suis bien. Quoi. Merci pour tout, les mauvaises et les bonnes choses. Quoi. Voilà, ça m'a fait moi. On vous sent un peu embêté par ça, hein, un peu... C'est quelque chose que vous trimballez comme ça, mais un peu... Non, ça ne me hante plus. Hein. Maintenant, mon truc, c'est continuer. Vous êtes retourné à Cuba? Non. Vous ne retournerez jamais à Cuba? Ah oui, j'aimerais bien. J'aimerais... au début, je ne retournais pas parce que je croyais qu'il allait être considéré un traître. Ça, c'était les premières 10 premières années. Les médecins avaient les portes fermées. Donc, j'étais sorti comme médecin, mais aucun médecin ne pouvait sortir du pays. Donc j'avais peur que si je retourne, on ne me laisse pas sortir parce que je devais payer mes études reçues gratuitement. Donc j'avais cette peur-là qu'on m'enferme et j'avais beaucoup de cauchemars. Et je me réveillais, je regardais le ciel gris et je disais oh, c'est bien quoi, c'est chouette. J'ai fait une paf. Vous dites, ouf, je suis en Belgique, je suis sous le ciel gris. Claro. Ça vous rassurait? Ah oui. Ces cauchemars, ils se sont estompés tout doucement? Oui, ça va. Ça va maintenant, ça se voit. Hein. J'ai pris distance. Mais bien sûr, j'aimerais y aller à Cuba. Mais il y a une réalité, non? C'est mon pays m'appartient maintenant en vacances. Je n'ai le droit qu'aller 21 jours. Donc c'est difficile d'aller sous ces conditions-là. Il faut le faire. Ben, je veux rencontrer mon passé, mes oncles, mes tantes, qui sont déjà vieux, 20 ans après. Non? Donc, vous avez des contacts téléphoniques avec... Vos parents sont décédés? Pas beaucoup. Parce que comme la promesse d'y aller
Les premières 5 ans, on dit oui, l'année prochaine je vais aller. Mais après on se rend compte qu'on a peur encore, donc on ne va pas. Et alors à la fin, j'ai honte de promettre que je vais aller ou que je peux donner de l'argent quand j'étais dans une situation en n'étant pas ni médecin, ni, parce qu'à la fin, en fin de compte, tout ce que j'ai fait dans ma vie, ce n'est pas avec mon bouquin que j'ai gagné ma vie, ni avec ma musique, ni avec... non, j'espère qu'avec la médecine, au moins, je serai un peu indépendant. Mais... Avec la médecine, oui. Oui, avec la médecine, ça maintenant. devrait aller, en principe, oui. Oui. La musique, c'est de la musique cubaine. À la base, la musique que vous faites. Oui. Quand même. Oui, oui, oui. Ça, c'est intéressant parce que c'est grâce à David, non? David Links, oui. À David Links, oui. C'est rencontre. C'est vrai. Non, David Links, c'est bon. Il a pris ma musique et il l'a mis dans un contexte qui est nouveau. Donc, des grands musiciens de la scène de jazz européenne qui sont là, chacun d'eux a déjà une vie comme musicien avec des disques enregistrés. David, qui a quand même une expérience énorme. Ouais. Donc voilà, c'est un carrefour très différent pour la musique cubaine. On n'avait jamais fait cette rencontre entre les jazz européens et Cuba. Ouais. Et vous vous rendez compte que vous réussissez bien tout ce que vous entreprenez en fait? Vous avez déjà pensé à ça? Vous écrivez un livre, il est édité chez Actes Sud aussi, c'est maison d'édition sérieuse, il y en a plein qui rêvent d'être chez Actes Sud. Ouais. Les disques sont publiés à Harmonia Mundi, je crois, enfin, ça marche très très bien aussi, des très bonnes maisons. La médecine, voilà, vous passez des examens à l'ULB, je crois, vous allez pratiquer. Est-ce qu'il y a une bonne étoile au-dessus de votre tête, Éric de Harmas? Il y a surtout un têtu. Il y a surtout un têtu énorme. Oui. Ah oui, oui, je veux quelque chose, je n'arrête pas. Maintenant, je vais vous raconter que j'ai une grande tendinite parce que je fais jouer le piano. Je passe parfois jusqu'à 6 heures en train de tout dire. Je fais bouger mes doigts, je vais m'accompagner, je vais être libre de mon piano. Donc, c'est mon prochain... Ça va me prendre... Vous avez des défis tout le temps? Oui, ça va me prendre 3 ans. J'ai dû arrêter le sport parce qu'à cause du piano, j'ai mal, mais bon, la technique viendra parce que le mal va m'apprendre. Fais pas comme ça parce que sinon tu vas avoir mal. Donc je vais réussir, mais ça va me prendre encore 3 ans. Mais ça sera une nouvelle forme de liberté. Parce que en plus, pour être musicien, ou médecin, je veux être musicien, que la musique me prenne mon ton. Oui. Je ne peux pas maintenant commencer à jouer dans des bars. Non, parce que si vous pratiquez la médecine, c'est clair que vous êtes frais. Je vais créer un autre disque, je vais enregistrer un autre disque un jour, mais je dois être... je n'ai pas le temps pour commencer à faire une vie d'artiste chaque nuit. Je ne peux pas. Est-ce que ce que vous recherchez à travers tout ça, finalement, ce n'est pas tout simplement la liberté totale, dont vous étiez privé quand vous étiez petit? Maintenant, voilà, vous avez envie de faire ça, vous le faites, vous avez envie de faire ceci, vous le faites aussi. Il y a quelque chose de... on sent chez vous une soif de liberté immense. Oui. Non, mais moi, je me disais toujours, depuis que j'étais petit, que je m'ennuyais facilement. Dans la vie, oui. Des choses, non? Je me disais... moi, j'aimais bien la médecine, mais je me disais, putain, 35 ans après, quand j'aurai 65, encore la même chose, et que ça me faisait peur aussi, non? Être que médecin, être que artiste aussi, ça me faisait peur, parce que artiste dans le désespoir de vouloir vendre, c'est angoissant. Oui. C'est angoissant parce qu'on est tout de suite dans l'envie de plaire. Donc la sincérité commence là à se poser des questions, parce qu'on ne peut pas être alors... ce qu'on veut faire de l'art, non, on doit vivre de l'art. Donc on doit chercher les chemins faciles ou peut-être accessibles aux gens. Et parfois, je n'ai pas envie d'être accessible à ce que les gens demandent de moi. Vous avez parfois désespéré ou parfois vous vous êtes dit j'y arrive pas, c'est trop dur? Oui, attends, tous les jours, encore. Oui. Ah, oui, claro. Tous les jours? Claro. Mais oui, est-ce que je ne suis arrivé nulle part? Mais donc, si. Mais non. Non, ça va. Je fais des choses. Oui. Je fais des choses.
Non, je ne suis arrivé nulle part. Il y a encore un truc à faire. Il y a encore un livre qui sera fait. Ça, Oui, mais il y a un livre qui est fait déjà. Oui. Oui, mais il faut changer ce langage maintenant. Parce que l'écrivain que je vais être là maintenant ne peut pas parler comme il a parlé dans ce livre-là. Je vais grandir ma sémantica, ma façon de voir avec miroir la vie et la décrire, ne pas être dans le prochain, peut-être être... En dehors, oui, c'est vrai que là, vous parlez beaucoup de vous. Oui, oui. Le personnage principal est Elena. Ouais. Donc c'était l'héroïne du livre, mais c'est à travers moi qu'Hélène est racontée. Donc, Vous êtes insatiable en fait, j'ai l'impression. Non? peut-être. Mais c'est pas grave, Eric. J'espère. Hein. C'est comme ça qu'on vous aime. Merci beaucoup d'avoir participé à cette rencontre. rencontre. Merci David de m'inviter, Merci, c'était chouette. Merci beaucoup. Merci.